comme je le mentionnais, rêver à la croissance d'une entreprise, ça suscite plusieurs émotions. Pour moi, personnellement, ça a suscité une grande excitation. Pourquoi? Parce que relever de nouveaux défis, c'est comme se relancer en affaires une deuxième fois. C'est se remettre en question, puis de regarder des nouvelles opportunités, puis évidemment, il faut être en amour avec ce qu'on fait. C'est le premier critère de base. Je pense que pour choisir son entreprise en premier, il faut aimer potentiellement ce dans quoi on se lance. Puis c'est angoissant. Pourquoi c'est angoissant? Parce que en se redéfinissant de fond en comble, bien, on remet en question tout ce qu'on a fait pour notre part pratiquement durant les 20 dernières années. On se dit, bon, on travaillait comme ça, mais ce modèle-là est plus viable. Maintenant, il faut travailler d'une autre façon. Donc, il faut tout rebrasser, puis on se dit, bon, on redémarre une entreprise à neuf, on repart à zéro. Est-ce qu'on va réussir cette fois-ci comme on l'a fait il y a 20 ans? Ça nous habite constamment. Dans notre cas, il y a 6 facteurs qui ont motivé notre choix de s'en aller vers la croissance. Premier facteur, les volumes d'impression mondiaux décroissent de 5 %. Si je vous replace en 1996, lorsqu'on a démarré l'entreprise, les ordinateurs commençaient à s'implanter dans les maisons d'une manière soutenue. Puis nous, on s'est dit à l'époque, si les gens achètent des ordinateurs, ils vont vouloir acheter des imprimantes. Qui dit imprimante dit cartouche. On s'est dit, parfait, on a un business model qui va aller en augmentant. Par contre, le temps a bien changé. Là, on parle du paperless office, on parle de toutes ces nouvelles les plateformes maintenant sur lesquelles nos documents vivent, mais qui ont fait en sorte que les gens impriment moins. Donc, pour nous, je veux dire, soit qu'on regardait ça aller puis on faisait rien, puis on disait, ah ben c'est plate, ça diminue, ou on essayait quelque chose. L'autre élément, la croissance organique est potentiellement limitée. Comme je le mentionnais, étant donné que tout le monde aujourd'hui a à sa disposition un ordinateur, puis à sa disposition une imprimante, en général, on peut pratiquement assumer que tout le monde est déjà servi par un fournisseur ou un autre. Donc, la possibilité d'aller croître par l'acquisition de nouvelles clientèles est fort limitée. On ne le voit pas très bien, mais les pressions sur les marges sont fortes. Pourquoi? Parce que justement, si je dois aller chercher des clients chez mon voisin, la stratégie que la plupart des entreprises vont employer, c'est la stratégie facile, je veux grossir mon volume. Ils sonnent à la porte de mon client et disent hey, « Moi aussi, je vends des cartouches, et je les vends moins cher que ton fournisseur actuel, veux-tu faire affaire avec moi? » Fait que donc, le fournisseur, s'il est bien servi chez vous, il vous rappelle, il va dire « Ouais, il est supposé, mais il est bien parti. J'ai un meilleur prix ailleurs, tu es capable de faire la même chose, puis tout ça. » Fait que donc, on rentre dans une spirale déflationniste. C'est ça un coach, il faut laisser le joueur jouer. Par contre, tout n'est pas noir, parce que là, on parlait de décroissance, de surcompétition, pression sur les prix, tout ça, mais ça recèle aussi des opportunités. Opportunités, on en a 2. On a MPS. Ça va? Oui, parfait. Pour Managed Print Services. Ça, c'est de la gestion de parcs d'imprimantes en impartition. C'est-à-dire, traditionnellement, les gens ils avaient tendance à dire « J'ai besoin d'une imprimante. C'est quoi? Combien de pages tu imprimes par année? » Ah, OK, c'est le fun. Regarde, voici le modèle que tu as besoin. Ils ne se posaient pas la question plus loin sur les besoins de la clientèle. Fait que ça recèle une opportunité parce que maintenant, on travaille avec notre client. La gestion documentaire, on a dit que le volume d'impression diminuait de 5 % par année puis que ça allait se poursuivre jusqu'en 2020. Mais par contre, une réalité d'aujourd'hui, c'est que les documents, on n'en a jamais produit autant qu'aujourd'hui, mais ceux-ci sont rendus portables à cause des téléphones intelligents, les tablettes. Même ma fille qui fréquente une école secondaire, cette année, strictement ses travaux sont pratiquement toujours sur le iPad. Ils n'ont plus besoin d'imprimer. Puis ça va s'en aller là, en augmentant cette chose-là. Sauf que des documents, ils en ont des tonnes dans leur iPad. Ça déborde, ils sont obligés d'en déliter à chaque semaine pour faire de la place pour les nouveaux. Et l'autre élément très important, la consolidation de notre industrie. Pour vous donner un aperçu de notre industrie, les vendeurs de cartouches et d'imprimantes traditionnelles, il y a 5 ans aux États-Unis, on en comptait 8 000. Dernièrement, on en compte moins de 3 000.
Puis ça, sur une période de 5 ans. Ils ont disparu pour diverses raisons. Soit par, justement, des fusions, soit par l'attrition du marché. Donc, ils ont jeté la serviette, ils ont décidé de faire carrément autre chose. Fait que pour nous, par contre, on a un avantage, c'est que, vu notre jeunesse, parce que, bon, pour notre industrie, on est considéré comme des genoux là, dans la quarantaine, parce que la moyenne des propriétaires d'entreprises de notre industrie ont une moyenne de 55 ans et plus. Ils ont peu de relève pour la raison suivante, c'est que proposer à son fils une business qui s'en va en décroissant, c'est pas très sexy. Fait que là, souvent, le fils du gars, je vais faire d'autres choses, ça risque d'être plus payant. Fait que donc, peu de relève et évidemment un marché en attrition. Donc, des joueurs vont disparaître, les joueurs valables présentement se fusionnent. C'est en accélération constante. D'ailleurs, nous, on a acheté Supérieur Bureautique en 2013. Donc, ce n'était pas un geste anodin, ça venait compléter notre offre commerciale parce que nous, c'est ce qui nous manquait. On vendait des imprimantes, on vendait des cartouches, on vendait des papiers spécialisés, mais il nous manquait le gros monstre à côté, là, le gros photocopieur et les équipements de production. C'est ce qu'on a été chercher. Et le 6e facteur qui n'est pas négligé, Internet. Je pense que c'est sur toutes les lèvres. Vous en entendez parler à tous les jours. Il y a eu des conférences un peu plus tôt cet automne qui disaient que le Québec, on était souvent des derniers de classe dans la présence sur le web. Hier, j'avais une discussion justement avec M. Nantel, Jacques Nantel, que vous allez entendre un peu ce matin, qui parlait d'une pizzeria, comment c'est important, même pour une pizzeria, d'avoir sa présence sur le web. Bien, nous, ça fait depuis 2007 qu'on a mis en ligne notre premier e-commerce. Puis autour de ça, on a brodé notre stratégie d'affaires depuis. C'est quoi les impacts que ça a eu, tout ça, sur tout ce que j'ai mentionné précédemment, l'attrition du marché, le fait que la gestion documentaire a changé, on a changé notre façon de faire et d'agir là-dessus, et puis que le volume d'impression mondial diminue, évidemment, on revient, pression sur les prix toujours. Les gens peuvent acheter des cartouches chez Costco, peuvent en acheter chez Bureau en gros, ils peuvent en acheter chez Walmart, ils peuvent en acheter sur Internet, ils peuvent en acheter en Chine, absolument partout. Donc, on se doit d'être compétitif en toutes circonstances. Les ventes de nos meilleurs clients diminuent. Pourquoi les ventes de nos meilleurs clients diminuent? Pas nécessairement parce qu'ils nous quittent, parce qu'eux aussi ils ont des défis à l'interne, puis ils automatisent de plus en plus de processus, toujours dans l'esprit du paperless office. J'ai une entreprise que je connais de la région qui, elle, de A à Z de son processus de fabrication, il n'y a plus un papier qui circule, c'est un document électronique qui se promène d'ordinateur en ordinateur. Fait que donc, ce faisant, il imprime moins qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il m'a quitté pour autant. Donc, il faut faire vivre avec ces réalités-là. Puis une autre réalité aussi, les fusions-acquisitions. Pendant des années, on a servi les imprimés québécois. Pensez-vous que c'est un client encore aujourd'hui pour nous? La réponse est non. Fait que donc, il faut aussi s'adapter à ces choses-là. Évidemment, qui dit pression sur les prix, met à mal les marges de l'entreprise. C'est sûr qu'il faut faire en sorte de rationaliser nos approvisionnements, être meilleur de ce côté-là. Difficulté à acquérir de la nouvelle clientèle, comme je le mentionnais, si les clients appartiennent déjà à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, dans une autre entreprise, un concurrent, bien, il va nous dire la phrase suivante. Bien, je vais demeurer avec mon fournisseur actuel. Pourquoi changer une recette gagnante? Quelle raison il viendrait pour moi, chez moi, si j'ai le même prix et le même produit? Donc, il nous reste 2 options. Demeurer des MeToo. Un MeToo, par définition, je me présente à vous, je vous dis, je vends des cartouches, je vends des imprimantes, je vends des photocopieurs. Mon compétiteur arrive chez vous, je vends des cartouches, je vends des imprimantes, je vends des photocopieurs. Qui vous allez choisir, le plus beau bonhomme des deux? Ça va finir là. L'offre, il faut absolument différencier l'offre.
Parce que justement, si on est juste comparé par le prix puis par le fait qu'on vend une boîte, ça c'est le modèle d'affaires traditionnel de notre industrie puis de la plupart des commerces de détail, on est condamné, on ne s'en sortira pas. Pour s'éloigner du prix, pour notre part, il faut devenir il a fallu se poser la question pour devenir des solution providers. C'est que maintenant, notre processus de vente a complètement changé, on va le voir un peu plus loin. Fait que donc, on ne parle plus de boîte, mais on va parler des problèmes avec nos clients. C'est quoi les problèmes qu'ils vivent dans leur industrie? Pour ce faire, on a tablé sur 2 éléments. Améliorer notre offre commerciale puis notre expérience client. Là encore, on va revenir à la même question. Avons-nous ce qu'il faut pour faire passer notre entreprise à une autre étape? Avant de se lancer, il a fallu redéfinir notre vision d'entreprise. Parce qu'on néglige souvent cet aspect-là, puis on pose souvent des gestes qui sont carrément contre-productifs. Les fournisseurs nous courent après, ils viennent nous voir, ils nous disent « Hey, gars, on a une nouvelle patente. » Je vous donne un exemple, les imprimantes 3D. Hey, c'est hot, c'est la prochaine révolution. Ça te prend ça, il faut que tu vendes ça. Quand tu vends des imprimantes, une imprimante, c'est la même affaire. Ce n'est pas nécessairement vrai. Il faut toujours se poser la question, est-ce que ce produit-là va être en lien avec pour notre cas, être choisi pour notre savoir-faire technologique dans la gestion des documents et des impressions? Si on n'est pas capable de répondre par l'affirmative, à ce moment-là, le projet n'est pas bon. On ne le fait pas. Mais on a travaillé plusieurs heures pour arriver à ce résultat-là. Puis à toutes les fois qu'on prenait un produit dans notre portefeuille, on le soumettait à notre vision. Est-ce qu'il est conforme à notre vision? Est-ce que notre vision est bien adaptée à là où on veut aller? Puis il faut que la réponse soit oui. Donc, suite à ça, c'est doté de 4 stratégies pour se donner une longueur d'avance sur nos concurrents. La première de nos stratégies, on s'est centré sur le client. On va le voir un peu plus loin comment on a fait ça. Innover dans notre offre commerciale. On va vous montrer aussi un petit peu plus loin comment on a fait ça. On table sur une équipe plus solide. On a amélioré nos forces de travail. Puis on a investi dans les technologies de l'information. Parce que, étonnamment, même nous, on cherche à devenir de plus en plus paperless dans nos processus. C'est un petit peu contradictoire, là, mais on s'est vraiment dit, si ce n'est pas nous qui le faisons chez nos clients, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place, pourquoi pas commencer par nous autres mêmes? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce modèle d'affaires-là? Il y en a qui l'ont vu? Peut-être, il provient de quel... Bon, celui-là, tu veux que je rentre? Oui. Ma job est très facile ce matin. Alors, je sais qu'il y a une dame, je crois, qui enseigne une clinique sur le modèle d'affaires. Alors, c'est Alex Osterwalder puis Yves Pignard qui ont, en 2004, commencé à travailler sur ce modèle d'affaires-là. Donc, 9 composantes. Ce qui est intéressant, ça permet d'avoir un pas de recul, justement, sur notre modèle d'affaires, puis voir quelles sont les composantes avec lesquelles on doit améliorer ou quelles sont les forces aussi en même temps. Alors, voilà, c'est ce que je devais dire. Merci, Jacques. Moi, ce que j'aime de ce modèle d'affaires-là, de cette approche-là qui nous a été soumise par Jacques, justement, qui nous l'a apporté autour de la table, c'est que les 9 composantes qui sont là, ça couvre 100% de ce qui est votre entreprise. Puis on s'en rend peut-être pas compte. Si je veux vous l'imaginer d'une manière différente, un modèle d'affaires, c'est un tout, puis on pourrait facilement dire que c'est comme une pièce de théâtre ou encore la fameuse recette de Thérèse du pâté chinois. C'est-à-dire, on a tout d'abord nos clients. On a ensuite les acteurs clés. Et finalement, le backstage, ce qui est les équipes de soutien pour permettre de réaliser notre entreprise. Donc, l'important, c'est que chacun de ces éléments-là soit à leur place puis connaissent leur rôle comme il faut. Si, exemple, mon producteur lance une pièce de théâtre dont le public cible n'est pas le bon, bien, finalement, le gâteau risque de ne pas lever. Si mes acteurs sont mauvais, la même chose.
Donc, si on revient aussi à l'analogie du pâté chinois, je peux avoir les 3 ingrédients dans mes mains, le steak haché, le blé d'Inde, patate, mais Thérèse n'a jamais réussi à le faire, le maudit pâté chinois. Elle ne connaissait pas la recette. Donc, c'est important. On a les ingrédients, vous les savez, vous regardez le tableau, mais après ça, il faut vraiment s'attarder. Est-ce que j'ai la bonne recette? Tout ça a un but, évidemment. Il faut que les revenus soient plus grands que les dépenses. Super important. Donc, on revient encore à notre même question. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour soutenir notre plan de croissance? Premier élément, on a évidemment centré notre approche sur le client par 2 moyens. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini 24 marchés verticaux à l'intérieur de notre entreprise. Puis de chacun de ces marchés verticaux-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les pain points de ces clients-là selon leur marché, et puis on a identifié des solutions potentielles à leurs problèmes. Exemple, en construction, bien souvent, les gens de construction ont besoin des imprimantes grand format pour imprimer des plans. En pharmacologie, ils vont avoir besoin d'imprimantes à étiquettes pour les petits pots. Et puis pour les rapports, les trucs comme ça. Donc, on a spécialisé nos forces de vente là-dedans. Et en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est doté d'une stratégie de catégorie de clients. Parce qu'à l'intérieur de nos bases de données, on a plus de 5 000 clients à l'heure actuelle. Puis de ces 5 000 clients-là, il y en a 500 qui génèrent un revenu supérieur à 3 000 par année dans nos bases de données. Donc, on a fait en sorte pour s'assurer de bien servir l'ensemble de notre clientèle, que les clients qui représentent soit un potentiel supérieur à 3 000 soient servis par des représentants externes, puis que les clients qui ont des plus petits volumes en tant que tels puissent avoir quand même accès à un service à la clientèle de qualité par une représentation interne en 2 niveaux. Quelqu'un qui est spécialisé au téléphone, puis une équipe à l'accueil qui est bien formée. Évidemment, partie de notre stratégie, comme j'ai mentionné tantôt, on est venu compléter notre offre commerciale par l'acquisition du supérieur bureautique en 2013. Cette acquisition-là venait joindre ce que j'ai appelé les 2 solitudes, parce qu'il y en a qui connaissent un petit peu le domaine de l'informatique. Puis à cette époque-là, les gars de photocopieurs disaient que les gars d'imprimante comme moi, on faisait en sorte que le client, ça coûtait trop cher pour imprimer. Puis nous autres, on disait que les gars de photocopieurs, ils demandaient trop cher pour la machine pour sauver de l'argent. Mais la vérité a toujours été entre les deux. Donc, en faisant cette acquisition-là, ça nous a permis d'être capable de livrer une expérience client, ce qu'on a appelé notre roue Maestro. Notre programme Maestro est un programme qui, par sa simplicité, on s'est assuré que chacun des 24 marchés verticaux, puis chacune des problématiques rencontrées par ces marchés verticaux-là, puisse se retrouver dans un de ces 4 cadrans-là. Tout d'abord, on a orchestré gestion du parc d'équipement, comme on a vu un petit peu plus tôt. On s'occupe du parc d'imprimantes, on l'optimise. Ensuite, contrôler les impressions. Combien d'entreprises n'ont pas de système de contrôle? Quand on demande à des entreprises là, combien ça vous coûte en fourniture d'impression d'une année, c'est à peine 5 % sont en mesure de donner un chiffre qui fait du sens. Puis, je vous donne une statistique. La plupart des entreprises peuvent laisser jusqu'à 5 % de leur chiffre d'affaires sur la table en perte de productivité puis en non-optimisation de leur parc d'impression. Donc, pour un chiffre d'affaires d'1 million, on peut parler de 50 000 qui dort dans les coffres d'une entreprise. On a la distribution des documents. Donc, distribuer un document, maintenant, c'est important pour la sécurité. C'est important que le document soit accessible facilement dans les entreprises. Donc, ce volet-là aussi maintenant est adressé, puis y accéder facilement à partir de n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, des chantiers de construction, des gens qui voyagent à long terme avec des Windows 360, il faut que la documentation, on ne peut plus dire « Ah, ben là, c'est dans mon portable, je l'ai oublié à la maison », c'est même plus une excuse valable aujourd'hui en 2015-16. Une de nos forces, présentement, ce qui nous a mis au monde, c'est
la capacité de notre site Web de travailler les packs d'impression avec nos clients. On a poussé notre logique en se disant, si le client, c'est un pain point pour lui de s'occuper de sa gestion des imprimantes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? On lui a rendu la vie facile parce qu'avec les abonnés de notre programme Maestro, ces gens-là sont en mesure de voir en temps réel où sont rendus l'état de leurs consommables. Puis même, on a mis ici ce qu'on appelle un alerte. Puis pour les gestionnaires qui utilisent notre système de réapprovisionnement automatique, quand la cartouche atteint le seuil de 10 %, il y a une commande qui se génère automatiquement, est envoyée au client. Le client a le choix de l'accepter ou de la décliner. Ou il y a des clients qui ont décidé, moi quand j'en manque, là, tu me l'envoies, je veux rien savoir, tu m'enverras en facture, ça va être bien correct comme ça. Fait que donc, pour le besoin en formation, pour le niveau membre du personnel, sont nettement réduits. Puis je vous donne un autre exemple. J'avais un client qui, à un moment donné, une fois, il a manqué d'encre. Il a engueulé la réceptionniste qui avait oublié de commander sa cartouche. Elle a pris de panique, elle en a commandé 12, il en consommait une par année. Ça n'a pas amélioré la situation. Non seulement ça, c'est quand il a voulu s'en servir de la deuxième cartouche, elle avait séché. C'était une cartouche à jet d'encre, fait qu'ils ont jeté 11 cartouches. Fait que ça, c'est des exemples de gaspillage qu'on voit vraiment. Je vous donne un autre exemple aussi de l'utilité de ça par l'analyse. C'est que les gestionnaires de parcs, des fois, sont nettement pas conscients du nombre d'appareils qu'ils ont à l'intérieur de leur bureau. Puis, un de nos clients actuels, Cominor, qui n'est pas une petite firme, quand il a installé le collecteur de données puis il a vu l'immensité de son parc, il ne se doutait pas qu'il y avait plus de 1200 imprimantes qui étaient connectées dans son réseau. Il dit « Tabarnouche, OK, je n'avais aucune idée. » Il n'y avait aucun moyen antérieurement de le savoir. Maintenant, il est capable de le voir dans un seul clic. Donc, c'est une des approches qui nous a permis de se différencier de notre clientèle. Qui dit mettre le client au centre de nos préoccupations, dit changement aussi de paradigme à l'intérieur de l'organisation. On a mis sur pied un comité qu'on a appelé PACSAC, Programme d'amélioration continue, service à clientèle. Ce comité-là regroupe l'ensemble de toutes les composantes de notre entreprise. Le directeur de service, le directeur de la boutique, les présidents, vice-présidents de l'entreprise, évidemment, la comptabilité. Ça regroupe aussi les vendeurs, l'équipe des ventes. Donc, toutes les problématiques qui sont vécues par notre clientèle, d'une manière ou d'une autre, se ramassent à ce comité-là. Puis au départ, je vous dirais, ça n'a pas été facile de le faire parce que la comptabilité, ils ont dit, ben voyons, moi, les clients, je ne vois jamais, je ne parle jamais aux clients. Non, tu ne parles jamais aux clients, toi? Quand il y a une facture perdue, il appelle qui? Il appelle en avant? OK, il te parle, hein, c'est ça. Ou la collection, vous appelez les clients en tant que tel. Donc, vous avez des contacts avec les clients. Tous les organes de notre entreprise qui ont des contacts avec les clients se retrouvent autour de la table. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est de développer une attitude client à l'intérieur. Puis on pensait que c'était acquis, mais pas du tout. Puis les problèmes, ils étaient fort nombreux dans notre première année, mais maintenant, on est à l'aube de notre quatrième. C'est beaucoup plus léger, mais il y a des fois des petits ajustements bien banals. Puis je vais vous en nommer un qui est vraiment banal, mais qui a fait toute une différence. Je recevais peut-être 2, 3, 4 plaintes par semaine de clients insatisfaits qu'il fallait que je rappelle personnellement parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du service ou il y avait plainte concernant un produit ou quoi que ce soit. Puis je me suis rendu compte que 90-95% de ces problèmes-là auraient pu être évités si l'employé n'avait pas utilisé la phrase suivante. « Je ne peux rien faire pour vous aider, madame. » C'est la phrase que moi-même, quand je vais dans un service à clientèle, je grimpe d'un rideau, je vais arracher la tête du commis. C'est interdit de le dire maintenant au sein de l'entreprise, dire c'est impossible que vous. Si toi, tu ne peux rien faire, qui c'est qui peut faire de quoi? Il est venu acheter un produit, un service chez toi.
Si tu lui dis non, mais je ne peux rien faire, arrange-toi avec le manufacturier. C'est comme si tu dis, gars, va-t'en ailleurs, puis on s'en fout. Là. Fait que depuis qu'on a interdit cette phrase au sein de l'entreprise, c'est une plainte par 2, 3, 4 mois, puis c'est des cas beaucoup plus complexes là, à ce moment-là. Là. Ça n'a rien à voir avec une petite cartouche défectueuse ou une imprimante qui ne fait pas bien son travail. Là. Donc, innover dans notre approche commerciale, on avait, comme on a dit, le choix de demeurer un MeToo ou devenir un solution provider. Devenir un solution provider, ça a passé par une formation intense de notre force de vente. Puis cette formation-là est toujours en cours. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts du jour au lendemain. Les gens, on est évidemment ce qu'on est, on est ancré dans nos paradigmes. La plupart des représentants que j'ai à l'intérieur de ma boîte, ils ont 30 ans d'expérience dans le domaine du photocopieur. Fait que 30 ans, tu as le temps de prendre des faux plis, puis ils sont pas mal durs à repasser par après, je vous jure. Puis de passer à une logique de « je vends des boîtes » à « quels sont vos problèmes, c'est quoi les solutions, puis quels sont les bénéfices », ça demande de l'exercice, de la pratique et de la mise en contexte. Ça, même après 3 ans, il y en a qui ont encore de la difficulté à embrasser cette approche-là, mais le gâteau commence à lever. Fait que donc, si vous avez l'intention de vous lancer dans une démarche de changement, pareil, soyez patient. Ça prend du temps. Puis même par l'équipe des dirigeants, on a eu une courbe d'apprentissage quand même qui a pris un certain temps avant qu'on arrive au résultat qu'on a aujourd'hui. Évidemment, si on regarde le modèle d'affaires, on a une composante qui sont les partenaires clés. Les partenaires clés, c'est certain qu'à taille qu'ont nos entreprises, on ne peut pas avoir 100% de toutes les ressources humaines, financières et technologiques qui sont disponibles à nous en temps réel dans nos entreprises. Ça nous prend absolument de l'aide qui peut provenir de l'extérieur. Comme nous, on a un fournisseur stratégique qui est Konica Minolta. Konica ont été quand même proactifs dans notre domaine et ont été dans les premiers à nous amener des solutions de gestion documentaire disponibles dans notre portefeuille de produits. Alors que plusieurs autres de nos manufacturiers, ils continuent de fabriquer que des boîtes, puis ils ne voient pas l'avenir. Ils n'envisagent pas l'avenir qui se pointe. On fait aussi affaire avec des spécialistes en gestion documentaire, des archivistes. Parce qu'évidemment, qui dit archivage dit il y a des lois qui peuvent gouverner certains domaines, comme les municipalités, le domaine public. Donc, il y a des normes. Il faut s'entourer de gens compétents pour ne pas justement être obligé de recommencer le travail 2 et 3 fois. On a des firmes TI avec qui on travaille parce que nous, notre machine est toujours reliée à un réseau maintenant. Ce n'était pas le cas avant. Il y a 20 ans, un photocopieur, c'était là dans le coin de la pièce, ça trônait comme un meuble, puis les gens faisaient des photocopies. Aujourd'hui, c'est une imprimante, un fax, un photocopieur, un scan to email, scan to PC. Tu peux même imbriquer des logiciels d'archivage à l'intérieur, donc c'est rendu pratiquement un ordinateur en lui-même. Donc, on a besoin des spécialistes TI pour intégrer ces technologies-là. Puis souvent, pour nous, c'est par eux que passe le processus décisionnel de dire oui, le oui final. L'employeur, le client peut être emballé, mais si le TI dit non, ça ne fait pas sur nos réseaux, oubliez ça, on est mort. Et évidemment, on a reconnu les coachs. Je pense que ceux et celles qui sont ici aujourd'hui, c'est parce que vous croyez en quelque part au mentorat. Et puis, nous, pour notre part, on a accès à du mentorat depuis pratiquement les débuts de notre entreprise. On avait commencé avec IDE, Initiation Développement entrepreneurial de l'Estrie. IDE qui a été fusionné avec Progestion un peu plus tard. Puis on est membre de Dobson Lagacé depuis plusieurs années. Mais on s'est fait accompagner par diverses spécialités, par divers coachs ayant des compétences tout à fait différentes. Puis, dont Jacques fait partie de notre équipe depuis 4 ans, oui, plus que ça même. Ça fait 5, mon Dieu, OK, ça fait déjà 5 ans. Donc, on avait commencé plus modestement au début,
Mais au fur et à mesure que les besoins se sont fait sentir, il nous a accompagnés. Puis ces gens-là, en général, en tout cas, moi, j'ai rencontré toujours des coachs qui étaient généreux de leur temps, qui avaient vraiment envie d'aider, qui étaient là pour nous voir croître. Puis je pense qu'ils en tirent une grande satisfaction. Fait que n'hésitez pas à avoir recours à ces gens-là. Ce qu'il faut retenir de tout ça, vous avez le choix de croître ou de décroître, puis ça va prendre autant d'efforts pour l'un que pour l'autre. Parce que imaginez-vous, si dans notre cas, un commerce de détail, on vend des boîtes, on vous dit ton volume, mon grain, il va baisser de 5 % par année. Je peux me mettre en petite boule dans le coin, puis dire bon, ben, on va attendre, on va espérer, on va prier le petit Jésus que le volume va augmenter, que les Chinois vont se mettre à imprimer massivement, fait que ça va revoler. Sauf que ça ne me donne pas plus de clients au bout de la ligne. L'énergie positive qui est générée quand on amène notre entreprise puis on explique bien à nos employés là où on s'en va. Vous n'avez pas idée comment que ça peut être porteur, comment les gens ont commencé à s'approprier leurs tâches, à amener des idées autour de la table. Parce que là, avec le comité PACSAC, entre autres, ces idées-là, ce n'est pas une idée sur le coin de la table, dire hey boss, j'ai pensé à faire ça, ce serait le fun. Puis là, le boss, ah oui, OK, c'est beau, ouais, on va regarder ça, je t'en reparle lundi. Puis lundi, le mardi, mercredi, le mois d'après, Noël, on n'a pas entendu parler. Le comité PACSAC permet ça. Parce que là, l'idée est là, elle fait partie d'un agenda, elle est discutée, elle est ramenée, elle est poussée. Donc, les gens se sentent partie prenante. C'est important, ce bout-là. Donc, on a mentionné, pour garder le cap sur la croissance, avoir recours à des spécialistes, et ceux qui le font, en général, connaissent 2 fois plus de succès que les autres. Je vous remercie. Y avait-il une période de questions? Oui, non. Ceux qui en ont, y a-t-il des questions? Oui? Oui, s'il vous plaît. Allô, allô? Oui. Dans votre utilisation du BMC, du Business Model Canva, là, du Canva que vous avez présenté, il y a une partie normalement où on doit sortir le get out of the building, où on doit sortir pour aller valider auprès du client que notre proposition de valeur est en adéquation et qu'il y a un market fit avec le segment de marché. Comment vous avez fait cette phase-là? Ça, c'est dans le processus de grille de validation de la clientèle. Nos représentants externes avaient le mandat de couvrir tous les 500 plus importants clients de l'entreprise, aller à leur rencontre avec un agenda bien précis, puis discuter des points. Donc, c'était très structuré. À partir de cette analyse-là, la compilation de cette analyse-là, c'est là qu'on en est venu à déterminer quels étaient les grands traits de chacun des industries. Mais c'est sûr que c'est toujours à peaufiner parce que les besoins de toutes les entreprises évoluent dans le temps. Ça, il n'y a pas à en juger. Là. Si tu me permets, Hugo. Oui. En fait, c'est une revue d'affaires qu'on fait avec les 500 plus gros clients de l'entreprise, justement pour aller valider à la fois leurs besoins, leurs problématiques. Et c'est de cette façon-là qu'on a bâti notre proposition de valeur. Puis, est-ce que vous prévoyez retourner régulièrement sur le terrain? Est-ce que vous avez chaque année un processus? Est-ce que ça fait partie d'un processus continuel? Oui, ou est-ce absolument. Que c'est une période dans l'année? Non, c'est à chaque année, c'est un processus continuel. Chaque représentant a le mandat de couvrir de manière soutenue sa base de clients. Parce que ça, c'est un fait avéré aussi. Si tu ne visites pas ton client, ton compétiteur va le faire. Fait que donc, tu as intérêt à tenir près de tes clients. Si tu me permets, Hugo, encore une fois, le processus Maestro que Hugo a montré, les 4 grandes solutions, il est aussi déployé en 7 étapes. Donc, la dernière étape, qui est justement la revue d'affaires, pour repartir le processus, est-ce qu'on est toujours centré sur les besoins du client? Merci. J'ai une petite question pour toi, Hugo. Oui. Tu as changé vraiment votre modèle d'affaires et votre approche de gérer tout ça. Oui. Est-ce que vous avez pensé à changer votre nom qui aligne avec ça? J'ai juste une question. Oui, on a pensé à ça parce qu'effectivement, ça représente un obstacle. Puis hier, on a eu une petite discussion là-dessus, hier, lors d'un repas. Puis c'est dans notre to-do list. C'est sûr que
tous les changements qu'on a amorcés à l'intérieur des 3-4 dernières années, depuis l'acquisition, notre agenda a débordé. Mais c'est clair que notre nom représente un obstacle parce que pas plus tard qu'hier, on a eu un pitch de vente à donner dans une grosse firme. Puis la première affaire que la demoiselle a dit au sortir de la rencontre, c'est « Je ne pensais pas que vous faisiez tout ça ». De toute façon, ce que je pourrais rajouter, Charles, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une revue d'affaires avec un client, même si le nom ne correspond pas, les entreprises sont toujours surpris le client de l'entreprise est toujours surpris de voir que son fournisseur faisait tout ça. Oui. Parce qu'on était plus en mode preneur de commande qu'en mode solution provider. Oui. Je vous remercie.